Je dois avoir un enfant d'ici quelques mois, ou je perdrai tout ce que je possède. Aidez-moi, et je vous promets de vous faire la plus grande millionnaire de la région. » C'est ainsi qu'Aliénor entendit la proposition la plus insensée de sa vie. Une réfugiée sans foyer face à un baron désespéré. Elle avait besoin de sauver sa mère au seuil de la mort. Il avait besoin d'un héritier avant le délai fatal, où il perdrait l'empire du sucre qui était sa famille depuis des générations. Dans les riches terres du Languedoc, en 1880, soumis à la tradition et cernés par des coquins avides de pouvoir, ils firent un accord qui ne devait être qu'une affaire, un mariage de convenance, 9 mois, sans sentiment. Mais le cœur ne comprend pas les contrats, et parfois les accords les plus impossibles se transforment en amours les plus vrais. Si vous aimez les romances historiques françaises pleines d'émotions, abonnez-vous à Contes d'époque, laissez votre j'aime et commentez votre nom et d'où vous écoutez ce merveilleux récit. Je réponds à tous les commentaires, et j'adore mieux vous connaître. Maintenant, installez-vous confortablement, car cette histoire va vous émouvoir du premier au dernier instant. La pluie ne tombait pas, elle déferlait. C'était l'une de ces tempêtes méditerranéennes qui transforment le ciel de la côte en un épais rideau d'eau et de fureur, capable d'éteindre le soleil de midi et de plonger le monde dans une pénombre grise et suffocante. Le vent du Mistral soufflait avec la force d'une punition divine, courbant les platanes majestueux qui bordaient le chemin de terre battue, arrachant les feuilles de vigne et faisant gémir les branches des oliviers comme des âmes en peine. Le Rhône, normalement paisible et généreux, s'était transformé en un serpent marron et furieux, débordant de ses rives et emportant tout ce qui osait se trouver sur son passage. Sur cette route boueuse, luttant contre des rafales de vent qui semblaient avoir des mains invisibles, la repoussant en arrière, marchait Aliénor de la Croix. À 22 ans, la vie lui avait déjà pesé plus que les ballots de linge que sa mère lavait pour les familles aisées d'Avignon. Sa robe de coton brut, simple mais auparavant propre et bien entretenue, était maintenant trempée et lourde, collant à son corps mince et tremblant de froid. Un châle de fine laine, cadeau de sa mère en des temps meilleurs, couvrait inutilement sa tête. L'eau coulait sur son visage, se mêlant à des larmes qu'elle ne savait plus si elles étaient de désespoir ou simplement de pluie. Ses cheveux châtains foncés, habituellement retenus en un chignon modeste, s'étaient détachés et pendaient maintenant en mèches lourdes sur ses épaules, goûtant sans cesse. Dans ses mains, serrées contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse du monde, Aliénor tenait un petit baluchon de tissu ciré. À l'intérieur, protégé de l'humidité avec le plus grand soin possible, se trouvaient ses seuls biens. Un rechange de vêtements rapiécés mais propres, un peigne en os qui avait appartenu à sa grand-mère maternelle, un chapelet de perles de bois foncé que le père Thomas lui avait donné lors de sa première communion, et une lettre de recommandation froissée, presque illisible à force d'être pliée et dépliée, attestant de sa bonne conduite lors de son dernier emploi d'aide couturière dans une maison respectable. Aliénor ne marchait pas par choix, elle marchait par nécessité, aussi urgente que l'air qu'elle respirait. Cela faisait 3 mois que son père, Antoine de la Croix, un petit commerçant de tissus et de mercerie, était décédé, laissant derrière lui non seulement sa veuve et sa fille, mais une pile de dettes de jeu que les créanciers réclamaient avec la cruauté typique de ceux qui voient la tragédie comme une opportunité de profit. Ils avaient tout emporté. La petite boutique du centre d'Avignon, les quelques meubles qu'il possédait, même les poules qui grattaient dans la cour arrière. Sa mère, Madame Thérèse, toujours fragile de santé, n'avait pas supporté le chagrin et le stress. L'atout qu'elle avait depuis des années s'était aggravé, se transformant en quelque chose qui crachait du sang et lui coupait le souffle. Tuberculose, avait dit le médecin avec ce ton fataliste que les docteurs utilisent lorsqu'ils parlent aux gens pauvres, comme si la maladie était une punition méritée et non une tragédie évitable. Elle a besoin d'un repos complet, d'une alimentation nutritive, d'air pur et de médicaments coûteux venant de Marseille, avait expliqué le médecin, regardant Aliénor avec un mélange de pitié et d'indifférence. Sinon,
elle ne passera pas l'hiver. L'hiver, dans le Languedoc, n'était pas froid comme dans le nord du pays, mais c'était la saison des pluies, de l'humidité qui s'infiltrait dans les os et les poumons des malades. Madame Thérèse était maintenant chez une cousine éloignée à Arles, sur un lit emprunté, recevant une charité qui s'accompagnait de soupirs lourds et de commentaires voilés sur le fardeau des parents nécessiteux. Aliénor savait qu'elle avait peu de temps, elle avait besoin de travail, elle avait besoin d'argent, elle avait besoin de sauver sa mère. Encore un peu, se murmura-t-elle, comme elle le faisait depuis des kilomètres. Juste un peu plus. La ferme ne peut pas être loin. Ses pieds, chaussés de vieilles bottines déjà trouées, s'enfonçaient dans la boue rouge à chaque pas. L'eau s'infiltrait par les trous du cuir usé, gelant ses doigts, mais elle continuait. Elle avait marché depuis l'aube, quittant Avignon avant le lever du soleil, suivant les instructions qu'une marchande du marché lui avait données. « Suis la route qui mène au Rhône, passe 3 carrefours, toujours à droite. Quand tu verras la chapelle de Saint-Sébastien, il te restera encore 2 kilomètres. C'est le domaine de Saint-Antoine, grand comme une ville, dit-on. Le baron est un homme étrange, mais juste. » La chapelle, elle l'avait déjà vue, petite et blanche, presque engloutie par la pluie, 2 kilomètres de plus. Juste cela. C'est alors que la structure apparut à travers le rideau d'eau, faisant un bond au cœur d'Aliénor. Moitié espoir, moitié peur. Le domaine de Saint-Antoine du Languedoc se dressait devant elle comme une vision. Il n'était pas seulement grand, il était majestueux d'une manière qui intimidait et accueillait à la fois. Le portail principal, une structure imposante en fer forgé avec des détails en bronze, déjà verdi par l'air marin venant du golfe du Lion, était entrouvert, grinçant au vent. Au-dessus, en lettres de métal noir, on lisait « Saint-Antoine du Languedoc, 1789 », presque 100 ans d'histoire. Aliénor sentait le poids de ces années en avançant hésitante par l'entrée. À travers la pluie, elle pouvait voir le grand manoir en haut d'une douce colline, un château colonial de 2 étages, peint d'un blanc immaculé, avec un toit de tuiles rouges et de hautes fenêtres à persiennes vertes. Des faïences provençales décoraient la façade, formant des motifs géométriques bleus et blancs, qui devaient briller sous le soleil, mais qui semblaient maintenant éteints sous le ciel gris. Une large véranda entourait tout le rez-de-chaussée, soutenu par des colonnes de pierre. Des platanes impériaux bordaient le chemin qui montait vers la maison, et plus bas, éparpillés dans la vallée, Aliénor pouvait voir les installations du domaine proprement dit, la maison du moulin à canne avec sa grande roue à aube, les hangars de séchage et d'épuration, les entrepôts, la chapelle privée et les maisons des ouvriers construites en rangées organisées où, elle le savait, se trouvaient autrefois les habitations des esclaves. Il n'y a rien ici pour une mendiante. La voix surgit derrière elle, âpre et méfiante. Aliénor se retourna, effrayée. Un homme était sorti de la guérite à côté du portail. Un individu d'âge mûr, le visage marqué par le soleil et le temps, portant un pantalon de coton mouillé et une chemise de coton qui collait à son corps robuste. Il la regardait avec cette méfiance automatique que les gardes développent, mâchant quelque chose qu'elle soupçonnait être du tabac. « Je ne demande pas l'aumône, monsieur », répondit Aliénor, relevant le menton dans un geste de dignité qu'elle avait appris de sa mère, bien qu'elle tremblât de froid et d'épuisement. Sa voix, bien que tremblante, avait l'élocution claire de quelqu'un qui avait été éduqué par ceux qui valorisaient les mots. « Je viens chercher du travail. Je sais cuisiner, je sais coudre, je sais nettoyer, je peux aider à la maison ou partout où c'est nécessaire. » « La maison est au complet, » répondit l'homme sans détour, crachant par terre. « Le maître ne veut pas d'étrangers qui rôdent. Faites demi-tour et disparaissez. » C'était comme une porte qui se refermait sur sa dernière espérance. Aliénor sentit ses jambes flancher. Elle avait marché 4 lieues sous cette tempête. Elle n'avait pas d'argent pour rentrer. Elle n'avait nulle part où aller, si elle échouait là. Elle se retourna, vaincue, les yeux brûlants de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. C'est alors qu'elle entendit un aboiement aigu, désespéré, suivi d'un cri d'enfant. Son instinct réagit avant que son esprit ne comprenne.
Elle tourna la tête dans la direction du son et vit, à travers la pluie, une scène qui lui glaça le sang. Près de la rive du fleuve, où le terrain descendait en pente raide, un enfant, un garçon qui ne devait pas avoir plus de 6 ans, avait glissé dans la boue et était emporté par l'eau boueuse qui dévalait en torrent vers le Rhône débordé. Le petit s'accrochait désespérément à un arbuste, criant pendant que le courant tirait ses jambes. « Mon Dieu !» Le baluchon tomba des mains d'Aliénor. Elle ne pensa même pas, ne calcula pas le danger, elle courut simplement. « Hé, ne faites pas ça, c'est dangereux !» cria le garde derrière elle. Mais Aliénor descendait déjà la pente glissante, les bras tendus pour garder l'équilibre. « Tiens bon, petit, tiens bon !» cria sa voix, coupant la tempête. La boue était traîtresse. Elle glissa 2 fois, tombant à genoux, s'égratignant les paumes des mains sur des pierres aiguisées, mais elle continua. Le garçon la vit arriver et tendit une petite main, les yeux écarquillés de panique et d'espoir. Il était presque sur le point de lâcher l'arbuste. Aliénor atteignit le bord du torrent improvisé. L'eau glacée lui arrivait déjà à la taille, l'attirant avec une force terrifiante. Elle s'accrocha fermement à une racine, exposée avec sa main gauche, et tendit la droite vers le garçon. « Prends ma main, viens, fais-moi confiance. » Le garçon lâcha l'arbuste et s'accrocha au bras d'Aliénor avec une force surprenante. Immédiatement le courant le tira et Aliénor sentit son propre corps être emporté. Elle enfonça ses pieds dans la boue, sentant les pierres couper ses plantes de pied à travers ses bottines ruinées, et tira de toutes ses forces, chaque muscle criant, la racine lui coupant la main, mais elle ne lâcha pas. « Viens, tu peux y arriver !» cria-t-elle, et avec un dernier tirage désespéré, elle réussit à ramener le garçon contre son corps. L'enfant s'accrocha à elle, sanglotant. Tremblant, mais maintenant, tous deux étaient en danger. Le courant les tirait tous les deux. Aliénor chancela, perdit l'équilibre et, pendant une seconde terrifiante, pensa que le fleuve les emporterait. C'est alors qu'une main grande, forte et rugueuse saisit son poignet d'une prise de fer. Aliénor leva les yeux, aveuglée par la pluie et les cheveux mouillés qui lui couvraient le visage. À travers les mèches, elle vit un homme grand, très grand, vêtu d'une redingote noire de bonne coupe, maintenant trempée, et de bottes de cuir jusqu'aux genoux couvertes de boue. Il ne portait pas de chapeau, et ses cheveux noirs mouillés tombaient sur son large front. Il avait une barbe courte et bien taillée qui ne cachait pas une mâchoire forte et une bouche serrée en une ligne déterminée. Mais ce furent les yeux qui la captivèrent, des yeux sombres, profonds, de la couleur de la mélasse foncée qui sortait des cuves en cuivre du domaine. Et en eux, il y avait une intensité qu'Aliénor n'avait jamais vue auparavant, un mélange de surprise, d'inquiétude et de quelque chose d'autre qu'elle ne sut identifier. D'une secousse ferme mais prudente, l'homme les tira de l'eau, retenant également le garçon. Un autre homme, plus âgé, aux cheveux blancs, apparut et prit l'enfant, l'enveloppant dans un manteau. « Joachim, mon Dieu, mon enfant !» L'homme plus âgé, qui devait être le grand-père ou le père du garçon, emporta l'enfant en criant des remerciements qui se perdirent dans la tempête. Aliénor tomba à genoux dans la boue, tordue, tremblant de manière incontrôlable. Chaque partie de son corps lui faisait mal. Elle s'était coupé les mains, les genoux, les pieds. Le froid lui pénétrait les os. « Mademoiselle, vous êtes folle ?» La voix de l'homme grand était grave, profonde, avec cet accent traînant caractéristique des châtelains éduqués, mais il n'y avait pas de cruauté en elle, seulement de l'incrédulité. « Vous auriez pu mourir pour un enfant que vous ne connaissez même pas. » Aliénor tenta de lever la tête, essuyant ses cheveux de son visage avec ses mains tremblantes et ensanglantées. Même anéantie, épuisée, elle réussit à maintenir un brin de dignité dans sa voix. « Il n'était pas responsable de la pluie, monsieur. Ce n'était qu'un enfant. Je ne pouvais pas simplement regarder. » L'homme l'observa un long moment. Aliénor vit ses yeux parcourir son visage, sa robe en lambeaux, ses mains blessées, et quelque chose changea dans cette expression de pierre. Il y avait une étrangeté là, non pas de la pitié qu'elle aurait détestée, mais quelque chose de plus proche de la reconnaissance, du respect. Sans dire un mot,
Il déboutonna sa redingote et d'un mouvement fluide la posa sur les épaules d'Aliénor. La veste était lourde, de fine laine et gardait encore la chaleur de son corps. C'était le premier vrai confort qu'elle ressentait depuis des heures, peut-être des jours. « Monsieur, je ne peux pas », commença-t-elle, mais il se retournait déjà, appelant le garde d'un geste impérieux. « Laurent, il conduisait mademoiselle au manoir. Que tante Euphrasie lui donne des vêtements secs, de la nourriture chaude et soigne ses blessures, et préparer la chambre d'amis à côté du cellier. Mais, maître, vous avez dit que vous ne vouliez pas. » Le garde, qu'Aliénor savait maintenant s'appeler Laurent, tenta de protester. « J'ai dit que je ne voulais pas d'étrangers. » L'homme regarda de nouveau Aliénor, et il y avait quelque chose de différent dans son regard maintenant. Personne qui risque sa propre vie pour un enfant inconnu n'est étranger dans ma maison. Faites ce que j'ai ordonné. Ce n'est qu'alors qu'Aliénor comprit qui il était, l'allure, l'autorité naturelle, la manière dont tous autour de lui se déplaçaient en réponse à ses gestes. C'était le baron Damien de Montaigne, seigneur du domaine de Saint-Antoine du Languedoc, et il venait de lui offrir refuge. « Monsieur le baron, Aliénor tenta de remercier, mais il s'éloignait déjà, marchant à grands pas vers les installations du domaine, où des hommes couraient de tous côtés, essayant de protéger les sacs de sucre et de réparer les toits endommagés par la tempête. « Venez, demoiselle, allons-y avant que vous n'attrapiez une pneumonie. » Maître Laurent, qui semblait maintenant bien moins hostile, l'aida à se relever. Le maître ne donne pas de seconde chance, mais quand il donne la première, il la prend au sérieux. Les premiers pas d'Aliénor vers le manoir furent un flou de douleur, de fatigue et une étrange sensation d'irréalité. Tout cela était-il un délire de fièvre? Était-elle évanouie sur la route et en train de rêver? Mais non, la boue sous ses pieds était réelle. Le poids du manteau du baron sur ses épaules était réel. Et l'imposante maison blanche qui approchait, de plus en plus grande à chaque pas qui montait la colline, était définitivement réelle. De près, le manoir était encore plus impressionnant. Les faïences provençales formaient des fresques complexes de saints et de scènes bibliques sur les côtés de l'entrée principale. 2 escaliers courbés en pierre, un de chaque côté, menait à la véranda du rez-de-chaussée où des portes doubles en bois foncé, sculptées de figures d'anges et de vignes, marquaient l'entrée principale. De hautes fenêtres, avec des vitraux colorés, décoraient l'étage supérieur, et Aliénor pouvait voir à travers elles des lustres en cristal, reflétant la lumière tamisée de l'après-midi pluvieux. Mais maître Laurent ne la conduisit pas par l'entrée principale. Il contourna la maison par le côté, passant par des jardins qui, même sous la pluie, arboraient des rosiers, des jasmins et des pieds de café de type arabica plantés de manière décorative. Ils descendirent 2 marches et entrèrent par une porte plus petite qui donnait directement sur la cuisine. La chaleur et les odeurs qui l'enveloppèrent furent comme une étreinte. Une grande cuisinière à bois dominait un mur entier, et sur elle mijotèrent des casseroles en fer et en cuivre, exhalant des arômes d'huile d'olive, de coriandre, de piment et de poisson. Une femme robuste, à la peau noire brillante comme de l'ébène poli et aux cheveux gris retenus par un foulard coloré, se retourna en les entendant entrer. Elle devait avoir une 60aine d'années, mais ses yeux étaient vifs et perspicaces, et ses mains, qui tenaient une cuillère en bois, semblaient capables de tendresse comme de discipline. « Maître Laurent, quel désordre! Est-ce là dans ma cuisine? Mon Dieu !» La femme lâcha la cuillère et courut vers Aliénor, ses mains allant automatiquement vers le visage de la jeune femme, écartant les cheveux mouillés, évaluant avec les yeux de celle qui a pris soin de beaucoup de monde dans sa vie. « Ma petite, vous ressemblez à une âme en peine, vous êtes plus morte que vive. » « Tante Euphrasie, ordre du maître, » expliqua rapidement Laurent. « Cette jeune femme a sauvé le petit Joachim de la rivière. Elle a failli mourir en le faisant. Le baron veut que vous preniez soin d'elle, des vêtements secs, de la nourriture, soignez ses blessures et préparez la chambre à côté du cellier. » « La chambre d'amis »
Tante Euphrasie haussa ses sourcils épais de surprise. Il a ordonné de préparer une chambre? Oui, madame. Et il avait l'air sérieux. Eh bien, eh bien. La femme regarda de nouveau Aliénor, mais maintenant il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une sorte de curiosité affectueuse, mêlée d'approbation. Alors, vous avez sauvé un enfant, et par un jour pareil en plus. Eh bien, ma chère, allons vous enlever ces vêtements mouillés avant que vous ne deveniez un cadavre. J'ai déjà vu des gens mourir de pneumonie pour moins que ça. Les heures suivantes furent un tourbillon de gentillesse efficace. Tante Euphrasie la conduisit dans une petite pièce annexe à la cuisine où se trouvait une grande bassine d'eau chaude, un luxe inimaginable. Elle aida Aliénor à retirer sa robe trempée et lourde, et la jeune femme ne put s'empêcher de laisser échapper un gémissement de soulagement lorsque le vêtement quitta enfin son corps. « Quel corps fin, ma petite !» commenta la plus âgée, sans jugement, juste par observation. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas bien mangé ?» « Un certain temps, » admit Aliénor, sentant les larmes enfin venir. C'était peut-être la fatigue, peut-être la gentillesse, mais quelque chose se brisa en elle. « Ma mère, elle est malade, très malade, la tuberculose. Elle n'a pas d'argent pour les médicaments, pour de la bonne nourriture. Elle va mourir si je ne trouve pas de travail, si je ne trouve pas d'argent pour. » Tante Euphrasie l'embrassa, sans se soucier qu'Aliénor soit nue et mouillée. « Ne vous laissez pas abattre maintenant. Vous êtes arrivé jusqu'ici, n'est-ce pas? Vous avez sauvé une vie aujourd'hui, cela compte. Dieu voit ces choses, et apparemment le baron aussi. » Elle lava les blessures d'Aliénor avec soin, appliquant une pommade à base de plantes qui piqua, mais apporta un soulagement presque immédiat. Ensuite, elle la vêtit de vêtements propres et secs, une simple jupe de coton bleu et un chemisier blanc avec une broderie discrète au col. C'étaient des vêtements de femme de chambre. Aliénor le reconnut, mais ils étaient propres, parfumés et infiniment meilleurs que les chiffons qu'elle avait portés. « Maintenant, venez manger », ordonna la cuisinière. Et ce n'était pas une invitation, c'était un ordre maternel. La table de la cuisine fut le théâtre du meilleur repas qu'Aliénor avait fait depuis des mois. Tante Euphrasie plaça devant elle une assiette creuse de bouillabaisse avec du lait de coco et des épices, un écrasé de pommes de terre, du riz blanc et des haricots secs mijotés aux herbes de Provence. Il y avait aussi un morceau généreux de pain de maïs encore chaud et un verre de jus de fruits frais. Aliénor mangea avec voracité au début, puis se força à ralentir, consciente que tante Euphrasie, maître Laurent et deux autres femmes qui travaillaient à la cuisine l'observaient, mais la nourriture était trop bonne pour se soucier de l'étiquette. « Savez-vous cuisiner ?» demanda tante Euphrasie, s'asseyant à ses côtés avec une tasse de café noir. « Oui, madame, » répondit Aliénor, s'essuyant la bouche avec une serviette en tissu. « Ma mère m'a appris, je sais tout faire, de la cuisine la plus simple aux pâtisseries les plus fines. Et je sais aussi coudre, broder, faire de la dentelle. Je sais lire et faire des comptes. Le père Thomas d'Avignon me l'a appris quand j'étais petite. Hein, savoir lire ?» La cuisinière échangea un regard significatif avec maître Laurent. « C'est rare, très rare, surtout pour une jeune femme. »« Ma mère était la fille d'un Portugais et d'une femme libre, » expliqua Aliénor. « Elle a toujours voulu que j'aie une éducation. Elle disait que le savoir est la seule chose que personne ne peut voler. »« Sage femme, votre mère, » commenta tante Euphrasie. Elle se leva et commença à remuer une casserole, mais continua de parler. « Écoutez, ma petite, je ne sais pas ce que le baron compte faire de vous. C'est un homme compliqué, mais s'il vous a donné refuge, c'est qu'il a vu quelque chose. Et je vais vous donner un conseil. Soyez respectueuse, soyez honnête, et ne vous mettez pas dans les problèmes. Cette maison a ses ombres. » Aliénor voulut demander ce que cela signifiait, mais à ce moment-là, la porte de la cuisine s'ouvrit, et une jeune femme entra, en secouant des gouttes de pluie de son châle. Elle devait avoir environ 25 ans, la peau très foncée, les yeux expressifs et un sourire facile. Tante Euphrasie, le baron a demandé si... « Oh !» Elle s'arrêta en voyant Aliénor.
Vous devez être la jeune femme qui a sauvé Joachim. Mon Dieu, tout le monde parle de vous. C'est vrai que vous vous êtes jetée dans la rivière ?» Séraphine, ayez des manières, réprimanda tante Euphrasie, mais sans réelle sévérité. Voici Aliénor. Aliénor, voici Séraphine, qui travaille à la maison et est trop gentille pour son propre bien. Enchantée, dit Aliénor, appréciant immédiatement l'énergie chaleureuse de l'autre jeune femme. Le plaisir est tout pour moi. Vous êtes vraiment courageuse, vous savez? Cette rivière est dangereuse, mais Joachim va bien. Sa mère, Rose, n'arrête pas de pleurer de soulagement. Elle veut vous remercier personnellement. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, murmura Aliénor, mal à l'aise avec l'attention. Non, ma petite, n'importe qui ne le fait pas, dit maître Laurent, qui était resté silencieux jusqu'alors, fumant une cigarette de paille adossée à l'embrasure de la porte. La plupart des gens regardent et continuent leur chemin, pas vous. Et le baron l'a remarqué. Il valorise le courage et la bonté. Dieu sait qu'il a manqué de ces deux choses dans sa vie. Il y avait quelque chose dans les mots de l'intendant qui donna à Aliénor envie d'en savoir plus. Mais avant qu'elle ne puisse demander, tante Euphrasie était de nouveau debout, secouant ses mains dans son tablier. « Voilà, Séraphine, puisque vous êtes là, emmenez Aliénor dans sa chambre, laissez-la se reposer, elle a vécu beaucoup de choses aujourd'hui. » La chambre à côté du cellier était petite mais confortable. Un lit simple avec un matelas de paille fraîche et des couvertures propres, une commode basse en bois avec un petit miroir, une chaise et une fenêtre qui, Aliénor le remarqua avec plaisir, donnait sur l'arrière de la propriété où le Rhône coulait large et sombre au loin. « Ce n'est pas le luxe, mais c'est décent. » dit Séraphine en arrangeant les oreillers. « J'ai eu pire comme chambre. Ici, vous êtes près de la cuisine, ce qui est bien en hiver, et tante Euphrasie est pratiquement une mère. Elle s'est occupée du baron quand il était enfant, vous savez? Vraiment ?» Aliénor s'assit sur le lit, sentant tout son corps lui faire mal d'épuisement. « Oui. Elle a été esclave ici au domaine jusqu'à il y a une quinzaine d'années, quand le baron, dès qu'il a pris la place de son père, a libéré tout le monde. Cela a causé un scandale dans toute la région, mais il ne s'en est pas soucié. Il a dit qu'il n'avait pas mené de guerre contre des tyrans là-bas au sud pour revenir et être un tyran dans sa propre maison. » Séraphine baissa sa voix conspiratrice. « Il est différent des autres seigneurs, vous savez. J'ai vu d'autres barons et commandeurs. Il est triste, mais juste. Triste. » Le mot résonna dans l'esprit d'Aliénor, tandis que Séraphine lui disait au revoir et la laissait seule. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. À travers la pluie qui commençait enfin à faiblir, elle pouvait voir des hommes travailler dans les installations du domaine, réparant les dégâts, déplaçant des sacs. Et là, au milieu d'eux, coordonnant le travail avec des gestes précis, se trouvait la silhouette haute et imposante du baron Damien. Même de loin, même à travers la pluie, il y avait quelque chose en lui qui attirait l'attention. Ce n'était pas seulement sa posture ou son autorité naturelle. C'était quelque chose de plus profond, une solitude qu'Aliénor reconnaissait parce qu'elle la portait aussi, une douleur qu'il gardait de la même manière qu'elle gardait la sienne. « Qui êtes-vous, baron Damien de Montaigne ?» murmura-t-elle à la vitre embuée. « Et pourquoi m'avez-vous amené chez vous ?» La nuit tomba sur le domaine de Saint-Antoine, apportant avec elle un silence pesant, brisé seulement par le son de la pluie, qui tombait maintenant doucement, presque musicalement, sur les toits de tuiles et les feuilles des arbres. Aliénor, étendue dans son petit lit, mais infiniment confortable, écoutait les bruits de la maison qui s'installait pour dormir, des pas lointains, des portes qui se fermaient, le murmure bas de conversation qu'elle ne parvenait pas à distinguer. Mais sous tout cela, venant de quelque part de la maison, elle entendit quelque chose qui la fit s'asseoir sur le lit, alertée. Était-ce de la musique? Non, pas exactement de la musique. C'étaient des notes isolées de piano, jouées sans mélodie apparente, comme si quelqu'un testait les touches ou était perdu dans ses pensées. Aliénor se leva silencieusement et ouvrit sa porte. Le couloir était sombre,
éclairée seulement par des lampes à huile espacées sur les murs. Elle suivit la direction de la musique, plus par curiosité que par toute autre raison. Elle traversa la cuisine vide, monta 2 marches qui menaient à un couloir plus large, déjà dans la partie noble de la maison, et arriva à une porte entr'ouverte, d'où sortait une lumière dorée et ses notes mélancoliques. À travers l'entrebâillement, Aliénor pouvait voir une bibliothèque ou un bureau, des étagères du sol au plafond, remplies de livres aux reliures en cuir, une cheminée allumée crépitant doucement, et dans le coin, un piano à queue en bois sombre et brillant. Assis devant lui, portant toujours un pantalon et une chemise, sans veste, sans gilet, le col ouvert laissant voir la peau de son cou, se trouvait le baron d'Amiens. Il jouait sans partition, ses doigts se déplaçant sur les touches d'ivoire avec familiarité, mais sans but clair. Ce n'était pas une mélodie reconnaissable, c'étaient des fragments, des morceaux de choses qui signifiaient peut-être quelque chose pour lui. Et sur son profil, éclairé par la lumière dorée de la cheminée, Aliénor pouvait voir une expression qui lui serra le cœur, de la douleur pure, non cachée, non dissimulée. C'était un homme seul avec ses fantômes. Elle aurait dû revenir en arrière, elle n'aurait pas dû être là. Mais quelque chose la retint, observant. C'est alors qu'il parla, sans se retourner, sans cesser de jouer. « Pas besoin de rester à la porte. Si vous voulez écouter, entrez. » Aliénor sursauta. Comment le savait-il? Mais quelque chose dans sa voix, fatiguée, sans colère, la fit obéir. Elle ouvrit la porte un peu plus et entra, restant près de la bibliothèque, les mains croisées devant son corps. « Je suis désolé, monsieur le baron, j'ai entendu la musique et... » « Ce n'est pas de la musique, » l'interrompit-il doucement, la regardant enfin. Ses yeux sombres brillaient à la lumière de la cheminée. « La musique a une harmonie, un but. Ceci n'est qu'un bruit organisé, une façon de ne pas penser. » Penser à quoi? La question sortit avant qu'Aliénor ne puisse se censurer. « Pardonnez-moi, cela ne me regarde pas. »« Non, n'est-ce pas ?» acquiesça-t-il, mais il ne sembla pas offensé. Il se remit à regarder le piano. « Mais puisque vous êtes là, asseyez-vous. Je n'arrive pas à dormir les nuits de tempête, pas depuis. » Il ne termina pas la phrase, mais il n'en avait pas besoin. Aliénor s'assit sur un fauteuil en cuir près de la cheminée, sentant la chaleur agréable du feu. « Vous lisez ?» demanda-t-il soudainement, gesticulant vers les étagères. « Oui, monsieur, le père Thomas m'a appris. Alors, choisissez quelque chose, lisez-moi. Mes yeux sont fatigués. » C'était étrange, improvisé, mais Aliénor se leva et examina les reliures. Tant de livres, tant de monde. Elle en choisit un presque instinctivement, Le Négrier et Voix d'Afrique, de Victor Hugo. Quand elle revint et ouvrit le livre, le baron haussa les sourcils. Victor Hugo, abolitionniste, révolutionnaire. Choix intéressant. C'est ce que le père lisait souvent, expliqua Aliénor. Il dit que ces mots sont importants, qu'ils changeront le monde. Votre père est sage. Et le baron se leva du piano et s'assit sur le fauteuil en face d'elle, de l'autre côté de la cheminée. Lisez. Et Aliénor lut. Elle lut les vers enflammés sur la liberté, sur la dignité, sur la justice. Sa voix douce, mais claire, emplit le silence de la bibliothèque. Et pendant qu'elle lisait, elle sentit les yeux du baron sur elle, non pas avec impropriété, mais avec quelque chose qui semblait être de la surprise, de la reconnaissance. Quand elle eut terminé le poème, il resta silencieux un long moment. Vous avez de l'éducation, de la sensibilité, du courage, comme vous l'avez montré aujourd'hui. D'où venez-vous, Aliénor de la Croix? Alors elle raconta. Elle raconta la perte de son père, la maladie de sa mère, les dettes, le désespoir. Elle parla avec honnêteté, sans demander de pitié, déclarant simplement les faits. Et il écouta sans l'interrompre. « C'est pour cela que vous êtes ici, » dit-il quand elle eut fini. Cherchant du travail. « Oui, monsieur, n'importe quel travail. J'ai besoin de sauver ma mère. » Il l'étudia un long moment, et Aliénor eut l'étrange sensation d'être évaluée à des niveaux qu'elle ne comprenait pas complètement.
Tante Euphrasie vieillit, dit-il finalement. Les yeux ne voient plus bien pour la lecture. Elle aimerait avoir quelqu'un qui lise pour elle. Et moi, je pourrais aussi utiliser quelqu'un pour organiser ma bibliothèque, ma correspondance. Ce serait un travail digne avec un salaire juste, incluant chambre, nourriture et... Il hésita. Et des ressources pour prendre soin de votre mère. Médecin de Marseille, médicaments, à tout ce qui est nécessaire. Aliénor sentit son cœur s'emballer. C'était plus que ce qu'elle espérait, beaucoup plus. Monsieur le baron, je ne sais comment vous remercier. J'accepte de tout cœur. J'accepte. Alors, c'est décidé. Il se leva, signalant la fin de la conversation. Demain, tante Euphrasie vous montrera vos fonctions. Reposez-vous maintenant. La journée a été longue. Aliénor se leva aussi, mais avant de partir, elle se retourna. « Monsieur le baron, pourquoi faites-vous cela pour moi ?» Il regarda de nouveau la cheminée, son profil de nouveau éclairé, de nouveau avec cette expression de douleur contenue. « Parce que quelqu'un qui se jette dans une rivière en tempête pour sauver un enfant inconnu mérite aussi d'être sauvé, » dit-il simplement. « Bonne nuit, Aliénor. »« Bonne nuit, monsieur le baron. » En revenant à sa chambre, Aliénor sentit que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement d'avoir trouvé du travail, un abri, de l'espoir. C'était quelque chose de plus profond. Elle avait vu quelque chose dans les yeux de cet homme étrange et triste, une solitude qui reflétait la sienne. Et en ce bref moment dans la bibliothèque, avec la pluie tombant dehors et le feu crépitant entre eux, elle avait ressenti une connexion qu'elle ne savait expliquer. Allongée de nouveau dans son lit, écoutant les dernières gouttes de pluie, et au loin le son de tambours venant des maisons des ouvriers, probablement une fête célébrant la fin de la tempête, Aliénor pensa à l'avenir pour la première fois depuis des mois, avec quelque chose qui n'était pas du désespoir. « Merci », murmura-t-elle au plafond sombre. Elle ne savait pas si elle remerciait Dieu, le destin, ou cet homme énigmatique qui l'avait sauvée autant qu'elle avait sauvé l'enfant. Merci. Dehors, la tempête passait enfin. Mais à l'intérieur du domaine de Saint-Antoine du Languedoc, quelque chose de nouveau commençait, quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait prévoir et qui allait tout changer. L'histoire d'Aliénor de la Croix et du baron Damien de Montaigne venait de commencer. Et comme toute grande histoire d'amour et de rédemption, elle avait commencé non par un baiser, mais par un sauvetage. Deux sauvetages, en fait, parce que parfois, sauver quelqu'un, c'est la même chose qu'être sauvé. L'aube sur le domaine de Saint-Antoine du Languedoc arriva avec le chant des coqs et l'odeur incomparable du café frais préparé dans la cuisine. Aliénor se réveilla désorientée un instant, sans savoir où elle était, jusqu'à ce que le souvenir de la veille revienne comme une vague. La tempête, le sauvetage, le baron aux yeux sombres et tristes, et la promesse de travail et d'espoir. Elle se leva rapidement, se lava le visage dans la bassine que Séraphine avait laissée prête la nuit précédente, et s'habilla avec soin. Les vêtements simples que tante Euphrasie lui avait donnés, jupe bleu marine et chemisier blanc à col montant, étaient modestes mais dignes, et Aliénor en remercia silencieusement le ciel. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas, se pinça les joues pour donner un peu de couleur à son visage encore pâle, et quitta la chambre, déterminée à prouver sa valeur. La cuisine était déjà un véritable essaim d'activité. Tante Euphrasie dirigeait tout d'une voix ferme mais affectueuse, tandis que deux autres femmes, une plus jeune nommée Jeanne et une autre d'âge mûr appelée Firminie, s'occupaient du poêle et préparaient des plateaux de gougères et de gâteaux de semoule de maïs. L'odeur faisait ronronner l'estomac. « Bonjour ma petite. Bien dormi ?» Tante Euphrasie s'essuya les mains sur son tablier et sourit. « Venez, prenez votre café. Après, je vous montrerai ce qu'il faut faire. » Aliénor s'assit à la grande table en bois et accepta une tasse de café au lait, du pain frais avec du beurre et une généreuse tranche de gâteau de semoule de maïs. Pendant qu'elle mangeait, elle observait le mouvement. Séraphine entra, portant un panier d'œufs, salua tout le monde avec sa joie naturelle et commença à aider Firminie.
Le baron est-il déjà levé? Demanda tante Euphrasie à personne en particulier. Il s'est levé avant le soleil, comme toujours, répondit Jeanne. Maître Laurent a dit qu'il est au moulin pour voir les dégâts de la pluie. Cet homme ne se repose jamais. Tante Euphrasie secoua la tête avec un mélange d'exaspération et de tendresse. Il travaille comme s'il devait prouver quelque chose au monde entier. Après le café, la gouvernante emmena Aliénor faire le tour des zones de la maison où elle travaillerait. Le manoir était encore plus grand qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Au rez-de-chaussée se trouvaient la cuisine, le cellier, une salle à manger formelle avec une table pour 20 personnes, un salon plus petit et plus intime, et le bureau qu'Aliénor connaissait déjà. À l'étage supérieur se trouvaient des chambres, celle du baron dans l'aile est, des chambres d'amis qui n'avaient pas été utilisées depuis des années, et une chambre que tante Euphrasie désigna, mais ne commenta pas beaucoup. C'était celle de la première baronne, dit-elle simplement. Et Aliénor remarqua, à la façon dont la voix de la femme s'adoucit, qu'il y avait là une histoire douloureuse. La bibliothèque adjacente au bureau serait le principal lieu de travail d'Aliénor. C'était une pièce magnifique, avec des étagères en palissandre du sol au plafond, remplies de livres en français, en latin et même en langues étrangères. Il y avait des volumes sur l'agriculture, l'histoire, la philosophie, des romans français et étrangers, des livres de poésie et de gros traités de droit. Une échelle en bois à roulettes permettait d'atteindre les étagères les plus hautes, et 2 grandes fenêtres laissaient entrer une lumière abondante. « Votre fonction est d'organiser tout cela, » expliqua tante Euphrasie. Le baron veut que les livres soient catalogués par sujet et il y a des correspondances en retard qui doivent être copiées, archivées. Il dicte, vous écrivez, et quand il veut que je lui lise quelque chose, vous venez. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Je le ferai avec le plus grand soin, promit Aliénor, les doigts la démangeant déjà de toucher ses livres, d'organiser ce savoir. C'était un travail que beaucoup considéreraient difficile, mais pour elle, cela semblait un privilège. Une dernière chose. Tante Euphrasie la regarda sérieusement. Le baron est un homme bon, mais c'est un homme blessé. Ne posez pas de questions sur son passé, à moins qu'il ne vous le raconte lui-même. Et s'il reste silencieux parfois, ne le prenez pas personnellement. Il mène des batailles que nous ne voyons pas. Aliénor sentit la curiosité et l'inquiétude se mêler dans sa poitrine. Les premiers jours au domaine établirent une routine qu'Aliénor embrassa avec gratitude. Elle se levait tôt, prenait le petit déjeuner avec les autres femmes à la cuisine, puis passait les matinées à la bibliothèque, organisant les livres, nettoyant les étagères, créant un système de catalogage qui avait du sens. Elle découvrit que le baron avait un goût éclectique. Il y avait des Misérables de Victor Hugo aux livres abolitionnistes prohibés, cachés derrière des volumes plus innocents. L'après-midi, quand la chaleur devenait insupportable et que le soleil transformait le Languedoc en une fournaise humide, elle s'asseyait sur la véranda de la cuisine avec tante Euphrasie et lisait à la gouvernante des recettes d'anciens journaux, des extraits de romans, des lettres de parents éloignés. La vieille dame écoutait avec plaisir, corrigeant parfois la prononciation d'un mot français, parfois commentant les anciennes coutumes décrites dans les histoires. Ce fut au cours d'un de ces après-midi, presque une semaine après son arrivée, qu'Aliénor entendit enfin l'histoire du baron d'Amiens. Elles étaient assises sur la véranda, à l'abri du soleil sous des jasmins qui donnaient une ombre parfumée. Tante Euphrasie, sans préambule, commença à parler. « Vous voulez comprendre le maître, n'est-ce pas ?» La question n'était pas accusatrice, juste observatrice. « Je vois comment vous le regardez quand il passe. Curiosité, pas bavardage, c'est différent. » Aliénor sentit son visage chauffer, mais ne nia pas. « Il semble lourd, et comme s'il portait le monde sur ses épaules. »« Oui, il porte. » Tante Euphrasie soupira, mettant de côté le crochet qu'elle faisait. « Il porte le monde et les morts aussi. Je vais vous raconter, car il vaut mieux que vous sachiez plutôt que de rester à imaginer. Mais ce que je dirai ici reste entre nous.
Je le promets, dit Aliénor solennellement. Le jeune Damien a toujours été différent des autres fils de châtelains, commença la gouvernante, les yeux perdus dans le passé. Son père, le vieux baron, était un homme dur comme la pierre, riche, puissant, mais sans cœur. Il battait les esclaves, exploitait les ouvriers et son fils. Son fils, il voulait le modeler à son image, mais Damien était différent. Depuis tout petit, il avait de la compassion. Il pleurait quand il voyait l'injustice. À 10 ans, il a libéré un jeune esclave qui allait être vendu en utilisant l'argent qu'il économisait en secret. Son père a failli le tuer à force de le battre, mais n'a pas brisé l'esprit du garçon. Aliénor écoutait fascinée et horrifiée à la fois. Quand Damien a eu 18 ans, en 1858, la situation ici était tendue. Son père voulait qu'il reprenne le domaine, qu'il continue tout comme avant. Mais juste cette année-là, la France s'est engagée dans cette campagne militaire lointaine. La guerre a commencé officiellement en 1864, mais il y avait déjà des tensions avant. Damien s'est enrôlé volontaire. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que le pays était en danger. Mais il était châtelain, murmura Aliénor. Il aurait pu rester. Il aurait pu, mais il n'est pas resté. Je pense qu'il voulait prouver quelque chose, échapper à son père, je ne sais pas. Il est parti à la guerre, et là... Tante Euphrasie ferma les yeux. Là, il a vu des horreurs, des batailles sanglantes, des amis mourir à ses côtés, des maladies, la faim. Il a combattu à Sébastopol, l'une des pires batailles. Ils ont passé des mois assiégés, mangeant du cuir de botte quand la nourriture manquait. Il a vu des hommes devenir fous. Lui-même a failli mourir du choléra. Aliénor sentit sa poitrine se serrer, imaginant cet homme digne traversant de telles épreuves. Mais le pire n'a pas été la guerre en elle-même, continua la gouvernante, la voix se faisant plus basse. C'est ce qui s'est passé ici pendant qu'il était absent. En 1865, Damien s'était marié avant de partir, lors d'une cérémonie rapide. La fiancée était Claire, Madame Claire Dubois, fille d'un châtelain de Montpellier, une jeune femme magnifique, éduquée, au bon cœur. Ils se connaissaient depuis l'enfance et s'aimaient vraiment. Il est parti à la guerre 2 jours après le mariage, promettant de revenir bientôt. Et elle est restée ici, elle est restée, et elle est tombée enceinte. Elle lui a envoyé une lettre pour lui raconter, pleine de joie. Damien était fou de bonheur, même au milieu de l'enfer de la guerre. Il disait à ses compagnons qu'il devait survivre, qu'il avait une femme et un enfant qui l'attendaient. Cela lui a donné la force de continuer. Tante Euphrasie s'arrêta, s'essuyant les yeux avec le coin de son tablier. Aliénor attendit, le cœur battant à tout rompre. Mais en 1866, alors que Claire était à son 8e mois, le travail commença. Ce fut compliqué dès le début. L'enfant était mal positionné. Ils firent appel à la meilleure sage-femme de la région, ils firent même venir un médecin de Marseille. Mais rien n'y fit. L'accouchement dura 2 jours. Claire souffrit tant. La voix de la femme trembla. Au final, le bébé naquit mort, un garçon. Et Claire perdit beaucoup de sang. Elle mourut aux premières heures du matin, serrant le bébé mort dans ses bras. « Mon Dieu !» murmura Aliénor, des larmes coulant sur son visage. Damien ne l'apprit que 3 mois plus tard, lorsque la lettre arriva sur le front. On dit qu'il devint fou de douleur, qu'il voulut déserter, revenir, mais les officiers ne le laissèrent pas. Il devait finir son service. Il resta encore 2 ans à la guerre, combattant comme un homme qui n'avait rien à perdre. Il revint en 1868, lorsque le conflit prit fin. Il avait 28 ans, mais en paraissait 50. Il avait des médailles, des honneurs, et cette crise et cette ombre dans les yeux que vous voyez encore aujourd'hui. « Il s'en veut, » dit Aliénor en comprenant. « Il s'en veut d'être parti, de ne pas avoir été là quand elle a eu besoin de lui. » Exactement. Il dit que s'il était resté, il aurait emmené Claire à Marseille, auprès des meilleurs médecins. Il dit qu'il a tué sa femme et son fils quand il a décidé de partir à la guerre. Rien de ce que moi ou le père Thomas disons ne le fait changer d'avis. Il porte cette culpabilité
comme on porte une croix. Et son père mourut 1 an après le retour de Damien, en 1869, d'une crise cardiaque. Et la première chose que Damien fit fut de libérer tous les esclaves du domaine. Cela causa un scandale. Les autres châtelains de la région furent furieux. Ils dirent qu'il allait faire faillite, que personne ne travaillerait gratuitement. Mais Damien offrit un salaire juste, des maisons décentes, du respect. Et vous savez quoi? Le domaine prospéra, car les travailleurs libres rapportent plus que les esclaves tristes. C'est un homme extraordinaire, murmura Aliénor. Oui, mais c'est un homme seul. Il n'a plus jamais regardé une autre femme. Il dit qu'il n'en a pas le droit, que Claire était son seul amour et qu'il l'a trahi en partant à la guerre. Il a fermé sa chambre à clé. Personne n'y entre. Parfois, la nuit, je l'entends jouer du piano, ses musiques tristes, et je sais qu'il pense à elle. Il parle avec des fantômes. Aliénor resta silencieuse un long moment, assimilant tout. Soudain, tant de choses prenaient sens. Les yeux mélancoliques du baron, la façon dont il semblait distant, même quand il était présent, la tristesse qui émanait de lui comme un parfum. « C'est pour ça qu'il m'a aidé, dit-elle. Finalement, quand j'ai sauvé le garçon, il a vu quelqu'un faire ce qu'il n'avait pas pu faire, sauver une vie. Vous êtes intelligente, ma petite, c'est exactement ça. » Tante Euphrasie sourit tristement. Mais faites attention, ne vous attachez pas trop. Cet homme a le cœur enfermé dans un endroit où même lui ne peut plus accéder. Mais même en étant d'accord, Aliénor sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une profonde empathie, une tristesse partagée et quelque chose de plus qu'elle n'osait nommer. Les jours devinrent des semaines. Aliénor se plongea dans le travail avec une dévotion qui impressionna tout le monde. La bibliothèque se transformait, les livres désormais organisés par sujet et auteur, une catalogation manuscrite qui permettait de trouver rapidement n'importe quel volume. Elle nettoya, organisa, répara les pages déchirées, et peu à peu, cet espace retrouva une nouvelle vie. Le baron Damien le remarqua. Il entrait régulièrement à la bibliothèque maintenant, parfois pour chercher un livre, parfois pour dicter des correspondances qu'Aliénor copiait avec une calligraphie claire et élégante. Il conversait peu, mais Aliénor percevait qu'il observait son travail avec une approbation silencieuse. Ce fut un après-midi de chaleur suffocante, alors qu'Aliénor était en haut de l'échelle, arrangeant des volumes sur l'étagère la plus haute, qu'elle ne l'entendit pas entrer. Elle était trop concentrée, tenant un lourd volume de poèmes de Victor Hugo. Lorsqu'elle se retourna pour descendre, le mouvement soudain fit osciller l'échelle. Aliénor perdit l'équilibre. Le livre s'envola de ses mains, et elle serait tombée si 2 mains fortes ne l'avaient retenue par la taille. Le baron Damien la rattrapa en l'air et la posa au sol avec facilité, mais ne la relâcha pas immédiatement. Pendant une seconde qui sembla éternelle, ils restèrent ainsi. Il tenait sa taille, elle avait les mains sur ses épaules pour garder l'équilibre, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Aliénor pouvait voir des détails qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. De petites cicatrices sur son visage, une sur le sourcil, une autre sur le menton, des marques de la guerre qu'il portait. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps à travers la fine chemise de lin blanc qu'il portait, et ses yeux sombres, étaient fixés sur les siens, avec une intensité qui fit s'accélérer son cœur. « Vous êtes blessé ?» Sa voix sortit rauque. « Non, monsieur. Merci de m'avoir retenu. Vous devez être plus prudente. » Il la relâcha comme si elle brûlait, reculant d'un pas, reprenant son masque de distance. « Ces échelles sont traîtres. »« Oui, monsieur, je ferai attention. » Un silence gêné. Damien se pencha et ramassa le livre tombé, le dépoussiérant. « Victor Hugo, encore une fois. Vous aimez ce poète ? » ?»« J'aime beaucoup. Ces mots, ils parlent de liberté, de justice, de choses importantes. Vous lisez Le Négrier ?» Il feuilleta le livre jusqu'à trouver le poème. « Je l'ai lu. C'est triste et beau à la fois. Mais on a honte et on est en colère de ce que ce pays a fait, de ce qu'il fait encore. » Damien la regarda avec un intérêt renouvelé. « Vous avez une opinion sur l'abolition ?
Oui, monsieur. Aliénor releva le menton, décidant d'être courageuse. Je pense que c'est un crime qu'un être humain soit la propriété d'un autre, et je pense que les seigneurs qui disent que l'économie va s'effondrer sans esclavage ont juste peur de devoir payer un salaire juste et de traiter les gens comme des êtres humains. Elle s'attendit à une réprimande, mais vit au lieu de cela quelque chose de surprenant dans ses yeux. Un éclat d'approbation, peut-être même d'admiration. « Vous pensez comme moi, dit-il simplement. C'est rare de trouver quelqu'un qui comprenne cela, surtout quelqu'un d'aussi jeune. Le père Thomas m'a enseigné que Dieu a créé tous les êtres égaux. Si cela est vrai à l'Église, cela doit l'être dans la vie aussi. Sage père !» Damien se dirigea vers la fenêtre, regardant les champs de canne à sucre qui s'étendaient au loin. « Quand j'ai libéré les travailleurs d'ici, les autres châtelains m'ont traité de fou, de traître à notre classe. Ils ont dit que j'allais faire faillite, que personne ne travaillerait bien sans le fouet. Mais savez-vous ce qui s'est passé? La production a augmenté. Les hommes travaillent mieux quand ils travaillent de leur plein gré, quand ils reçoivent un salaire digne et ont une maison décente où retourner à la fin de la journée. Qui l'aurait imaginé? Il y avait une ironie amère dans sa voix. Aliénor s'approcha prudente. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Est-ce que cela compte ?» Il la regarda de côté. « Parfois, je ne sais pas. Je vois tant d'injustices encore se produire, tant de gens souffrir, et je me demande si mes petites actions font une différence. Elles en font. Pour chaque personne libre ici, elles font toute la différence. » Aliénor pensa à sa propre situation. « Vous m'avez sauvé. Cela a fait une différence pour moi. » Quelque chose traversa ses yeux. Surprise peut-être, ou gratitude pour qu'elle ait dit cela. Pendant un instant, la barrière entre baron et domestique, entre hommes tourmentés et jeunes femmes pleines d'espoir, sembla plus mince. « Vous êtes différente, » dit-il finalement. « Éduquée, mais pas affectée. Pauvre, mais non sans dignité. Et courageuse, sans être folle. » « Je ne sais pas si je suis tout cela, » répondit-elle avec honnêteté. « Je sais seulement que je vous suis reconnaissante, à tante Euphrasie, à tous ici. Pour la première fois depuis des mois, je sens qu'il y a peut-être un avenir. Pour votre mère aussi, j'ai déjà envoyé une lettre au docteur Aristide à Marseille. C'est le meilleur médecin que je connaisse. Il examinera votre mère et lui fournira les médicaments nécessaires. Tout est payé. » Aliénor sentit les larmes lui monter aux yeux. « Monsieur le baron, je ne sais comment vous remercier. Je ne pourrai jamais rembourser cela. Je ne demande pas de paiement, je fais ce qui est juste. » Il se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Et Aliénor, vous pouvez m'appeler simplement Damien quand nous sommes seuls. Cette histoire de monsieur le baron me fait me sentir vieux. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était déjà parti, la laissant seule dans la bibliothèque, le cœur battant fort et une étrange sensation de chaleur dans la poitrine. Juin arriva, apportant avec lui la saison des fêtes de la Saint-Jean. Tante Euphrasie annonça avec enthousiasme que le domaine maintenait la tradition de célébrer la Saint-Jean, la Saint-Pierre avec une fête pour tous les travailleurs et la communauté voisine. C'est la seule période de l'année où le maître se détend un peu, expliqua Séraphine, pendant qu'elle et Aliénor décoraient l'extérieur avec des drapeaux colorés. Il ne participe pas beaucoup, mais il nous laisse faire. Il y a un feu de joie, de la nourriture, de la danse, c'est magnifique. Le jour de la Saint-Jean, le 24 juin, se leva clair et beau, la chaleur tempérée par une brise douce venant du fleuve. Dès le matin, les préparatifs étaient en cours. Tante Euphrasie commandait une armée de femmes dans la cuisine, préparant des friandises typiques, crêpes, gaufres, pain d'épices, nougats, riz au lait. Il y avait aussi de l'hydromel, du vin chaud et pour les enfants, du jus de fruits frais. Le soir, la zone devant le manoir se transforma en fête. Un énorme feu de joie fut allumé au centre, crépitant et projetant des étincelles vers le ciel étoilé. Des tables furent dressées avec les plats et un groupe de musiciens, 3 hommes avec une viole, un tambourin et un accordéon, commença à jouer.
Aliénor aida à servir au début, mais Séraphine la tira par la main. « Viens danser, ce n'est pas tous les jours que nous faisons la fête. » Le quadrille se forma. Des couples d'hommes et de femmes en deux lignes opposées. Aliénor n'avait jamais vraiment dansé le quadrille, mais Séraphine et d'autres la guidèrent à travers les pas. Balancés, révérences, tunnels, échanges de partenaires. C'était joyeux, simple, communautaire. Tous riaient et chantaient, la sueur coulant sur leurs visages dans la chaleur du feu. Ce fut lors d'un échange de partenaires qu'Aliénor se retrouva soudainement face au baron d'Amiens. Elle ne l'avait pas vu arriver, mais il était là, vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise blanche aux manches retroussées, sans gilet ni cravate, et plus décontracté qu'elle ne l'avait jamais vu. Et il souriait, un petit sourire, presque timide, mais sincère. « Puis-je » Il tendit la main. Son cœur sauta. Bien sûr. La danse les réunit et les sépara, leurs mains se touchant dans les pas du quadrille, tournoyant l'un autour de l'autre. Aliénor était hyper consciente de chaque toucher, de chaque regard. Damien était étonnamment bon danseur, avec un rythme naturel et des mouvements confiants. Lorsque la musique se termina, des applaudissements et des cris de joie résonnèrent. Un autre numéro commença. Cette fois, une valse plus lente. Certains couples partirent, d'autres restèrent. « Encore une ?» demanda Damien, et il y avait quelque chose dans sa voix, une hésitation, une vulnérabilité qui fit Aliénor sentir avant même de penser. C'était différent. Il n'y avait pas de chorégraphie structurée. Les couples dansaient simplement ensemble, les corps plus proches, se balançant au rythme. Damien posa une main sur sa taille, l'autre tenant sa main, et ils commencèrent à bouger. « Je ne savais pas que vous dansiez, » murmura Aliénor. « J'avais oublié que je savais, » répondit-il. « Ça fait des années que je n'ai pas dansé. »« Eh bien, vous vous en sortez très bien. C'est parce que j'ai une bonne partenaire. » Ils dansèrent en silence pendant quelques instants, se contentant de bouger ensemble. Aliénor pouvait sentir sa chaleur, le parfum masculin de savon et de tabac. Elle pouvait voir, à la lumière dorée du feu, comment les ombres jouaient sur son visage, adoucissant les rides d'inquiétude. « Merci, » dit-il soudainement. « Pourquoi ? D'être ici, je ne sais pas, de rendre cet endroit moins vide. » Leurs yeux se rencontrèrent, et Aliénor sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de dangereux et de doux à la fois. « Je ne fais rien de spécial, » murmura-t-elle. « Si, plus que vous ne l'imaginez. » La musique se termina, mais ils tardèrent à se séparer. Ce fut tante Euphrasie, apparaissant avec un plateau de crêpes, qui rompit le moment. « Vous vous amusez bien, mon enfant ?» demanda-t-elle au baron avec une tendresse maternelle. « Oui, » répondit-il, et parut sincèrement surpris de sa propre réponse. « Oui. » Plus tard, alors que la fête diminuait et que les gens commençaient à se dire au revoir, Aliénor s'assit sur un banc près du feu mourant, observant les braises. Séraphine s'assit à ses côtés, la poussant du coude. « Je vous ai vu danser, » dit-elle avec un sourire malicieux. « Ce n'était rien, » répondit Aliénor, mais sentit son visage rougir. « Non, parce que pour moi, ça ressemblait à quelque chose de très important. Et pourtant, je connais le baron depuis des années. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu sourire ainsi. Mon Dieu, il était juste poli. Et moi, je suis l'impératrice Eugénie. » Séraphine rit. « Écoutez, Aliénor, vous êtes une bonne jeune femme et c'est un homme bien. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais faites attention à votre cœur, d'accord ? Il est encore très blessé. Il pourrait vous blesser sans le vouloir. »« Je sais, » dit Aliénor doucement. « Je ne me ferai pas d'illusions. Je ne suis qu'une employée. Vous êtes bien plus que ça, et il le voit. C'est pour ça que c'est dangereux. » Elles restèrent silencieuses, regardant les étoiles qui semblaient plus brillantes, là, à la campagne, loin des lumières de la ville. Mais la paix fut éphémère. 3 jours après la fête de la Saint-Jean, le domaine de Saint-Antoine reçut des visiteurs indésirables. Aliénor était à la bibliothèque lorsqu'elle entendit le bruit incomparable d'une calèche élégante arriver.
Elle regarda par la fenêtre et vit une litière ornée portée par 4 hommes, suivis de chevaux avec des montures coûteuses. La litière s'arrêta devant l'entrée principale, et en descendit un couple qui dégageait richesse et arrogance. L'homme était corpulent, le ventre proéminent, mal dissimulé par un gilet bien coupé. Il avait des moustaches torsadées aux extrémités, les cheveux lissés en arrière, et utilisait une canne à pommeau d'argent, même s'il n'en avait manifestement pas besoin. La femme était mince comme un bâton, vêtue de soie vert foncé avec de la dentelle noire, un éventail d'ivoire dans sa main gantée et un visage qui semblait avoir été exclusivement modelé pour exprimer le dédain. Maître Laurent les reçut à la porte, et Aliénor vit à travers leur langage corporel que l'accueil fut froid. Quelques instants plus tard, le baron Damien apparut. Il venait des installations du domaine et avait encore les bottes couvertes de boue. Il s'arrêta en voyant les visiteurs. Son visage, qui quelques jours auparavant avait souri pendant la danse, redevint un masque de pierre. Aliénor ne put entendre la conversation, mais elle vit tout le monde entrer dans le salon de réception formelle. La curiosité fut plus forte que la prudence. Elle quitta la bibliothèque et s'approcha discrètement de la porte du salon qui était entr'ouverte. « Je ne comprends pas cette surprise, Damien, » disait l'homme d'une voix onctueuse. « Nous sommes de la famille, après tout, nous avons le droit de visiter. Famille éloignée, Félicien, et les visites doivent être annoncées. » La voix du baron était glaciale. « Ah, toujours si formelle, tu n'as pas changé depuis l'enfance. » La femme parla pour la première fois, d'une voix fine comme une aiguille. « Geneviève, mon amour, ne sois pas trop dure. Le pauvre garçon vit ici seul, enfermé avec ses souvenirs. Il est compréhensible qu'il perde ses bonnes manières. » Aliénor ressentit une colère immédiate envers cette femme. « Que voulez-vous » demanda Damien sans détour, allant droit au but. « J'aime ça. » Félicien eut un petit rire désagréable. « Nous sommes préoccupés, neveu. Nous avons entendu dire que vous aviez des difficultés, des pertes à cause des pluies, des problèmes d'écoulement de la production. Est-ce vrai ? Rien qui ne puisse être résolu. » Mais et si ça ne pouvait pas l'être ? La voix de Geneviève était venimeuse. Et s'il y avait d'autres empêchements ? Vous savez que votre situation est délicate, mon cher. Très délicate. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas. Quelle surprise. Félicien fit un bruit de fausse compassion. Eh bien, puisque vous feignez l'ignorance, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il y a un décret impérial, Damien, un décret sur les châtelains endettés par la guerre. Vous n'avez pas oublié ? Vous avez oublié. Silence. Aliénor retint sa respiration. Ce décret, continua Félicien, stipule que les seigneurs sans héritier légitime et ayant des dettes impayées peuvent voir leurs propriétés confisquées par la couronne pour le paiement des dettes publiques. Et vous, mon cher neveu, n'avez pas d'héritier, ni de femme, ni de perspective de l'un ou de l'autre. Les dettes de guerre ont été réglées, dit Damien d'une voix contrôlée. Ont-elles été toute la certitude ? Car nous avons des informations selon lesquelles il y a encore des divergences, des montants non entièrement résolus. Il peut s'agir d'une erreur bureaucratique, bien sûr, mais tant que ce n'est pas résolu. Félicien laissa la phrase en suspens. « Et il y a le délai », ajouta Geneviève avec un faux regret. « Vous avez 40 ans quand ? » Damien, en janvier. « Ah oui, le 20 janvier, jour de la Saint-Sébastien. C'est approprié, et si d'ici là, vous ne présentez pas d'héritier légitime, ça suffit. » La voix de Damien tonna. « Dites ce que vous êtes venu dire. » « Très bien. Nous sommes vos plus proches parents, Damien. Quand, pardon, si vous perdez ce domaine, la propriété sera mise aux enchères, et nous, en tant que parents et soucieux du bien-être de la famille, serons là pour l'acquérir à un prix juste, bien sûr. » « Un prix juste ?» Damien rit sans humour. « Vous êtes des vautours, vous l'avez toujours été. »« Nous sommes pragmatiques, » corrigea Geneviève. « Contrairement à vous, avec vos idées abolitionnistes ridicules et votre sentimentalisme morbide pour une femme morte, la vie continue. Damian, Claire est enterrée. Vous devriez faire de même avec ses souvenirs et trouver une nouvelle femme. Vous avez encore le temps. Quelques mois suffisent. »
Le son de quelque chose qui se brise. Un verre peut-être résonna. « Sortez de ma maison !» « Ah, ne soyez pas comme ça, » ronronna Félicien. « Nous sommes juste honnêtes, mais puisque vous insistez, allons-y. Nous voulions juste nous assurer que vous comprenez votre situation. L'horloge tourne, neveu. Tic-tac, tic-tac. Janvier n'est pas aussi loin qu'il y paraît. » Des pas en direction de la porte. Aliénor se cacha rapidement derrière un rideau, observant à travers l'entrebâillement pendant que le couple sortait. Geneviève s'arrêta à l'entrée, regardant autour d'elle avec un dédain calculé. « Oh, j'ai presque oublié, » dit-elle comme si elle venait de s'en souvenir. « Nous avons entendu dire que vous avez une nouvelle employée, une jeune femme qui est apparue pendant la tempête. Que c'est romantique. Faites attention, Damian. Les femmes désespérées font des choses désespérées. Ce serait dommage qu'elle ait des arrière-pensées. Aliénor est une employée honnête, et tout cela ne vous regarde pas. » « Aliénor ? Quel nom exotique! D'où vient-elle donc ?» Geneviève sourit malicieusement. « Eh bien, peu importe. Juste un conseil de parente préoccupée. Faites attention à qui vous faites confiance. Tout le monde n'est pas ce qu'il semble être. » Avec cela, ils partirent enfin, laissant derrière eux une traînée de parfums chers et de méchanceté bon marché. Aliénor attendit que la calèche disparaisse de sa vue, puis sortit de sa cachette. Le baron était toujours dans le salon de réception, debout devant la cheminée éteinte, les mains posées sur le manteau, les épaules tendues. Elle aurait dû partir, le laisser en paix, mais ces mots sortirent avant qu'elle ne puisse se retenir. « C'est vrai ?» Il se retourna brusquement. « Vous écoutiez ? Pas exprès. La porte était ouverte et moi, oui, j'ai écouté. » Il était inutile de mentir. Il la regarda un long moment, et Aliénor vit la lutte dans ses yeux, colère, fatigue et quelque chose proche du désespoir. « C'est vrai, » dit-il finalement, regardant de nouveau la cheminée. « Il y a un décret, des dettes de guerre non complètement résolues, techniquement acquittées, mais il y a de la bureaucratie, des documents qui n'ont pas été traités correctement et la clause sur les héritiers. Si je ne présente pas de fils légitime avant mon 40e anniversaire, le domaine sera confisqué et mis aux enchères. »« Des mois, » murmura Aliénor en faisant les comptes. Nous étions en juin, janvier était à 7 mois, mais pour concevoir et présenter un enfant, 9 mois exacts était le minimum. 7 mois pour l'échéance, mais il faudrait déjà qu'un héritier soit en gestation pour le présenter à temps. Damien rit amèrement. Impossible, je n'ai pas de femme, je ne veux pas de femme. Non, pas après Claire. Je ne mettrai pas une autre femme en danger à cause d'une propriété. Mais ce n'est pas seulement une propriété, argua Aliénor en s'approchant. C'est le travail de génération, c'est le gagne-pain de dizaines de familles. Tous les travailleurs libres d'ici dépendent de ce domaine. Si ces vautours en prennent possession, ils reviendront à l'esclavage, ou pire. Je sais, il passa ses mains dans ses cheveux, geste de frustration. Vous croyez que je n'y pense pas tous les jours, mais que puis-je faire ? Épouser une étrangère, la mettre enceinte par obligation, utiliser une femme comme un instrument ? Et si ce n'était pas un usage ? Les mots sortirent d'Aliénor avant qu'elle ne puisse réfléchir. Et si c'était un accord ? Il la regarda confus. « Monsieur Damian, écoutez-moi. Vous avez besoin d'un héritier. J'ai besoin d'argent pour sauver ma mère, pour avoir un avenir, pour avoir une sécurité. Et si nous pouvions tous deux obtenir ce dont nous avons besoin ? » Aliénor, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais elle savait. L'idée s'était formée dans son esprit avec une clarté cristalline, terrifiante et parfaitement logique à la fois. Je parle de mariage, d'un accord. Vous m'épousez, nous avons l'enfant dont vous avez besoin, et ensuite je peux partir avec suffisamment d'argent pour recommencer ma vie, ou rester, le cas échéant, mais ce serait un choix, pas une prison. Il la regarda comme si elle était devenue folle. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous, vous ne pouvez pas la jeter ainsi. Je ne la jette pas, je choisis. Mon père est mort, ma mère est mourante. Je n'ai pas de dot, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de perspective de bon mariage, mais j'ai cette chance.
la chance de sauver ma mère, de vous aider, d'avoir de la sécurité. Non. Pourquoi non? Parce que c'est insensé, parce que vous méritez mieux, parce que je ne peux pas vous utiliser ainsi. Ce ne serait pas un usage si je consens, si je choisis. Aliénor fit un pas en avant, son cœur battant follement, mais sa voix était ferme. Damien, vous m'avez sauvé. Vous avez sauvé ma mère, vous m'avez donné du travail, de la dignité, de l'espoir. Laissez-moi vous rendre l'appareil. Laissez-moi vous sauver aussi. Aliénor, réfléchissez, s'il vous plaît. Réfléchissez seulement. Elle quitta la pièce avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'elle-même ne perde courage. Elle alla directement à sa chambre, ferma la porte, et ce n'est qu'alors qu'elle laissa les larmes couler. Qu'avait-elle fait? S'était-elle offerte en mariage sous contrat? Avait-elle proposé quelque chose d'aussi fou? Pendant qu'elle pleurait, une autre partie d'elle, la partie pragmatique, la partie qui avait vu sa mère dépérir, qui avait eu faim, qui comprenait à quel point le monde était cruel envers les femmes sans protection, cette partie chuchotait « Vous avez fait ce que vous deviez faire et peut-être, seulement peut-être, c'est la seule solution. » Dehors, la nuit tombait sur le domaine de Saint-Antoine, apportant avec elle de lourds nuages qui promettaient plus de tempêtes. Et comme toute tempête, celle-ci apporterait aussi des changements que personne ne pourrait prévoir. Aliénor ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise sur son lit, les genoux serrés, oscillant entre le regret absolu et une détermination de faire. Qu'avait-elle fait? S'était-elle offerte en mariage à un homme qu'elle connaissait à peine, un baron tourmenté par des fantômes qu'elle ne pouvait exorciser? C'était de la folie, c'était du désespoir, c'était la seule solution qui avait du sens. La lumière de l'aube commença à filtrer par la fenêtre, teintant la chambre de tons rosés et dorés. Aliénor se lava le visage, s'habilla avec soin et sortit, déterminée à affronter les conséquences de ses paroles. Si le baron Damien la renvoyait, qu'il en soit ainsi. Au moins, elle aurait essayé. Mais quand elle arriva à la cuisine, elle trouva une scène inattendue. Tante Euphrasie, maître Laurent et le père Thomas, le chapelain du domaine qu'elle n'avait pas encore bien connu, étaient assis à table, conversant à voix basse. Tous se tournèrent lorsqu'elle entra. « Asseyez-vous ici, ma petite, dit tante Euphrasie d'une voix douce, mais plus sérieuse. Nous devons parler. » Le cœur d'Aliénor s'emballa. Il avait raconté. « Il a raconté », confirma le père Thomas. C'était un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris, yeux bleus bienveillants mais perspicaces, soutane noire impeccable. Et nous avons passé la nuit en discussion. Le baron est dans son bureau maintenant, luttant avec des démons que lui seul peut voir. Mais avant que toute décision ne soit prise, je dois vous parler. Aliénor s'assit, les mains tremblantes cachées sur ses genoux. « Savez-vous ce que vous proposez ?» demanda le père sans détour. « Ce n'est pas seulement un mariage, ma petite. C'est une union sacrée devant Dieu. C'est un engagement de corps et d'âme. Même si cela commence comme un accord aux yeux de l'Église et de la loi, ce sera indissoluble. Je sais, père. Savez-vous vraiment, parce que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un contrat commercial que l'on peut défaire à sa convenance. Une fois mariée, vous serez la baronne de Montaigne jusqu'à ce que la mort vous sépare. Comprenez-vous la gravité de cela? Je comprends. Aliénor releva le menton, fixant les yeux du père. Et je comprends que parfois, Dieu place les gens là où ils doivent être. Même si le chemin est tortueux, j'ai besoin de sauver ma mère. Le baron Damien a besoin de sauver ce domaine et tous ceux qui en dépendent. Si c'est la façon dont nous pouvons tous deux obtenir ce dont nous avons besoin, pourquoi est-ce faux? Ce n'est pas la solution que je remets en question, ma fille, c'est la motivation. Un mariage sans amour peut devenir une prison, et un mariage par amour peut devenir un veuvage et une douleur, rétorqua Aliénor, pensant à Claire. Au moins ainsi, nous savons tous deux ce dans quoi nous nous engageons. Il n'y a pas d'illusion, pas de fausses promesses, juste un accord honnête entre deux personnes qui ont besoin l'une de l'autre. Tante Euphrasie renifla.
s'essuyant les yeux avec le coin de son tablier. « Petite têtue, courageuse, mais têtue. Elle a raison, dit maître Laurent, qui était resté silencieux jusqu'alors. Et le maître est entre le marteau et l'enclume. S'il ne fait rien, il perd tout, et ces vautours de la Rocuchot transformeront cet endroit en enfer à nouveau. Tous les travailleurs libres que le baron a libérés seront de nouveau asservis. C'est ce qui est en jeu. Je sais ce qui est en jeu, explosa le père, mais non pas de colère, d'angoisse. Damien est comme un fils pour moi. Je l'ai baptisé, je l'ai vu grandir. Je l'ai consolé quand Claire est morte, et maintenant je le vois si perdu qu'il envisage d'utiliser une jeune femme innocente. Je ne suis pas utilisé, l'interrompit Aliénor d'une voix ferme. Je choisis, père Thomas. Vous m'avez enseigné que le libre arbitre est un don de Dieu. J'utilise le mien. C'est mon choix. Le père l'étudia un long moment, puis soupira profondément. Que Dieu me pardonne si je me trompe, mais je vais lui parler, je vais aider à structurer cet accord, mais avec des conditions strictes pour vous protéger, ma petite, car Damien est si noyé dans la culpabilité et le désespoir qu'il pourrait ne pas penser clairement. Merci, père. Ne me remerciez pas encore. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Il se leva, ajustant sa soutane. Mais si vous le faites, vous le ferez correctement, avec dignité, avec respect et avec des protections légales qui garantiront que vous ne subirez aucun préjudice, quoi qu'il arrive. Pendant 2 jours, il n'y eut pas de réponse. Aliénor continua ses fonctions à la bibliothèque, mangea avec les autres femmes, dormit peu. Elle voyait le baron Damien à distance. Il passait par les zones du domaine, conversait avec maître Laurent, s'enfermait dans son bureau pendant des heures, mais ne lui parlait pas, ne la regardait pas directement. Elle commença à penser que la réponse serait non, et peut-être que c'était mieux ainsi. Peut-être sa proposition avait-elle été précipitée, inappropriée. Ce fut le matin du 3e jour, alors qu'Aliénor organisait une pile de vieilles correspondances, que Séraphine entra dans la bibliothèque avec une expression étrange. « Le maître veut vous parler dans son bureau. » Le cœur d'Aliénor s'arrêta, puis s'emballa. « Maintenant ? Maintenant ? Et le père est là aussi. Et tante Euphrasie, et maître Laurent. » Séraphine la regarda avec curiosité et inquiétude. « Aliénor, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde agit étrangement. Je vous expliquerai plus tard, promit Aliénor, lissant sa jupe de ses mains tremblantes. Peut-être. Le bureau était chargé de tension lorsqu'elle entra. Damien était assis derrière la grande table en palissandre, vêtu formellement d'un gilet sombre et d'une cravate, comme s'il était sur le point de faire une affaire importante. Les autres étaient disposés autour de la pièce, le père dans un fauteuil, tante Euphrasie et maître Laurent debout. « Asseyez-vous, Aliénor, » dit Damien, sa voix contrôlée, formelle. Il ne la regardait pas dans les yeux. Elle s'assit sur la chaise devant la table, les mains croisées sur les genoux pour cacher son tremblement. « J'ai beaucoup réfléchi à votre proposition, » commença-t-il, chaque mot semblant lui coûter un effort. Elle est absurde, elle est inappropriée, elle est contraire à tout ce que je crois sur la dignité humaine et les relations entre les personnes. Il leva finalement les yeux vers elle et Aliénor vit le tourbillon d'émotions là. Mais c'est aussi la seule solution logique à un problème insoluble. Et si répugnante que me soit l'idée d'utiliser quelqu'un de cette façon, les alternatives sont pires. Aliénor attendit, respirant à peine. Père Thomas et tante Euphrasie m'ont convaincu que si nous devons faire cela, cela doit être fait de manière à vous protéger. Je ne permettrai pas que vous subissiez un préjudice dans cette situation, Aliénor. Alors, il sortit un document écrit d'une écriture légale, soignée. Nous avons élaboré des termes, un contrat. Je veux que vous écoutiez et que vous me disiez si vous êtes d'accord. Il commença à lire d'une voix monotone mais claire. Premièrement, le mariage légal et religieux sera célébré le plus rapidement possible, dans un délai d'1 semaine. Les cérémonies seront simples, avec seulement les témoins nécessaires. Deuxièmement, le mariage sera consommé si nécessaire pour assurer la conception.
Cela sera fait avec un respect absolu, une vie privée et une considération pour Madame Aliénor. Il n'y aura pas de coercition, pas de violence. Vous serez traité avec la dignité d'une épouse, non d'un instrument. Troisièmement, votre mère, Madame Thérèse, sera amenée au domaine et recevra les meilleurs soins médicaux disponibles, sans aucun frais pour vous. Ceci est indépendant de toute autre clause de ce contrat. Quatrièmement, vous serez la baronne de Montaigne avec tous les droits et privilèges du titre. Vous aurez accès aux ressources financières pour vos besoins, des vêtements adaptés à votre nouveau statut et serez traité avec respect par tous sur la propriété. Cinquièmement, après la naissance d'un héritier légitime et la garantie légale de la propriété, vous aurez le choix. Rester en tant qu'épouse, avec tous les droits matrimoniaux, ou partir avec une dot généreuse de 50 000 francs or, une somme suffisante pour que vous viviez confortablement le reste de votre vie, ou établissiez toute entreprise que vous désirerez. L'enfant restera ici en tant qu'héritier, mais vous aurez le droit de visite chaque fois que vous le souhaiterez. Sixièmement, si quelque chose devait m'arriver avant la naissance de l'héritier, vous hériteriez de la moitié de la propriété et de ressources financières substantielles. Vous êtes protégé légalement. Septièmement, ce contrat est confidentiel. Publiquement, nous serons présentés comme un couple marié par affection mutuelle. Votre réputation sera préservée. Huitièmement, à tout moment, si vous vous sentez menacé, manqué de respect ou en insécurité, cet accord peut être renégocié. Votre voix a un poids égal au mien dans cet arrangement. Il finit de lire et posa le document sur la table. Le silence s'étira. « C'est plus que juste », dit Aliénor finalement, la voix rauque d'émotion. « C'est trop généreux. Ce n'est pas de la générosité, c'est le minimum de décence. » Damien la regarda enfin vraiment. « Aliénor, c'est la dernière chance de reculer. Êtes-vous absolument certaine? Une fois mariée, même avec tous ces termes, vous serez liée à moi légalement. Je suis un homme compliqué, avec un passé lourd. Ce ne sera pas facile. Mais j'en suis sûre, répondit-elle sans hésiter. J'accepte tous les termes, et j'ajoute le mien. Vous avez aussi le droit de vivre, Damien, d'être heureux, même si vous ne croyez pas le mériter. Cet accord nous sauvera peut-être tous les deux de différentes manières. Quelque chose traversa ses yeux. Surprise peut-être, gratitude, peut-être peur. Alors, c'est décidé. Père Thomas se leva, voix solennelle. Que Dieu ait pitié de nos âmes et nous guide sur ce chemin tortueux. Je préparerai la cérémonie pour dans 5 jours, dimanche prochain, au crépuscule dans la chapelle.